Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces d'Hernán Cortés, conquistador espagnol qui mène la conquête de l'Empire aztèque au Mexique à partir de 1519 et devient le premier dirigeant de la nouvelle colonie de la Nouvelle-Espagne. Cortés était un meneur d'hommes doué, saisissant toutes les opportunités qui se présentent à lui dans le Nouveau Monde. En utilisant des armes et des tactiques supérieures, combinées à la diplomatie pour compléter sa maigre force de conquistador, par des milliers de guerriers indigènes, Hernán Cortés put tout balayer devant lui. Vous voulez en savoir plus sur la conquête de l'Empire aztèque? Venez avec moi. Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano voit le jour en 1485 à Medellín en Estrémadure, en Espagne. Ses parents appartenaient à la petite noblesse, son père était un hidalgo. Cortés étudie le droit à l'université de Salamanque à partir de 1499, mais à 19 ans, il décide de quitter l'Espagne et de tenter sa chance dans les colonies des Caraïbes. Après avoir dirigé une plantation dans l'est d'Hispaniola, il décide de participer à la conquête de Cuba en 1511. 7 ans plus tard, alors âgé d'une trentaine d'années, il eut envie de sa part de gloire et de célébrité. Peut-être pas uniquement en quête d'or, Cortés était un homme profondément religieux. Et l'esprit d'évangélisation pour lui, peut-être pas pour ses hommes, était une motivation supplémentaire pour ouvrir davantage ce nouveau monde. Diego Velázquez, le gouverneur de Cuba, avait déjà envoyé plusieurs expéditions pour explorer la côte continentale de l'Amérique à partir de 1517, et celle-ci avait rapporté d'étranges monuments de pierre anciens et des indigènes vêtus de couleurs vives auxquels ils avaient troqué de beaux objets en or. Le gouverneur organise une autre expédition et choisit comme chef Hernán Cortés, qui l'avait servi à Santiago de Cuba. 11 navires furent chargés de 500 soldats et de 100 marins, tous des aventuriers et des chercheurs de trésors. À la dernière minute, conscient de l'ampleur des préparatifs de Cortés, Velázquez tente de rappeler son lieutenant, mais il est déjà trop tard. Hernán Cortés était peut-être le chef de l'expédition, mais il s'agissait d'un effort collectif. Cortés n'était pas un général à la tête d'une armée professionnelle, c'était un noble qui ne prenait ses décisions qu'avec le consentement des autres. Tout au long de la campagne, son autorité n'avait d'autre fondement que le très fragile statut de premier père parmi les autres, charisme qui dépendait entièrement de sa vision et de son succès. Hernán Cortés était sans doute un commandant qui inspirait ses hommes, et bien qu'il y eût peu d'expérience militaire pratique, il était de manière cruciale un commandant capable de prendre des décisions pour maximiser ses opportunités dans une situation géopolitique fluide et en constante évolution. La civilisation aztèque s'épanouit à partir de 1345 en Mésoamérique et au XVIe siècle, elle couvre la majeure partie du nord du Mexique, soit une superficie d'environ 135 000 km² et une population d'environ 11 millions d'habitants. Les Aztèques utilisaient la coercition militaire, les otages et l'extraction de tribus pour maintenir la cohésion de leur fragile empire. Mais ils n'avaient pas conquis tout le monde. Les Tarascanes, les Texclans, en particulier, continuent à tester les frontières de leur empire. Les Texclans et d'autres peuples s'avéreront des alliés précieux pour les Espagnols, ne souhaitant qu'une chose, la chute des Aztèques. Cortés débarque sur la côte de Tabasco, à Pontonchan, sur le continent américain en mars 1519. Le vieux monde était sur le point de rencontrer en personne les maîtres actuels de la Mésoamérique. Hernán Cortés et ses hommes n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Mais pour assurer que personne ne pense à rentrer chez lui, Cortés ordonne l'échouage et la destruction délibérée de ses navires. Il s'agissait maintenant de conquérir ou de mourir. La supériorité des armes en acier et à poudre, la cavalerie et les tactiques dynamiques permettent aux Espagnols de remporter des victoires faciles contre les peuples hostiles qu'ils rencontraient. Les armes et armures mésoaméricaines étaient primitives comparées à celles des Espagnols. Les Mésoaméricains disposaient d'épées et de massues à lame d'obsidienne, tranchantes comme des rasoirs, d'arcs, de lances et de propulseurs de fléchettes, mais ces armes avaient peu d'impact sur les armures métalliques.
En revanche, les épées espagnoles en acier, les longues piques, les arbalètes, les armes à poudre étaient d'une efficacité dévastatrice contre des guerriers protégés uniquement par des tissus de coton, rembourrés et des boucliers en bois. La cavalerie s'avère presque invincible. En effet, les Mayas, les Aztèques et tous les peuples mésoaméricains ne connaissaient pas le cheval. Enfin, la tactique n'aidait pas les peuples indigènes, habitués à une guerre ritualisée où l'exhibition et la prise de captifs étaient prioritaires. Les officiers mésoaméricains étaient facilement identifiables avec leurs costumes. Ils étaient les premières cibles des Espagnols. Lorsque les officiers étaient tués, les soldats s'enfuyaient dans la panique. Les guerriers mésoaméricains apprirent de nouvelles tactiques et se concentrent sur les embuscades en terrain accidenté afin de neutraliser les forces de la cavalerie. Mais l'avantage militaire écrasant, malgré le nombre de guerriers indigènes bien supérieurs, reste entre les mains des Espagnols. La capture de la Malinche, une femme maya qui parlait le nahuatl, une langue maya locale que l'un des hommes de Cortés connaissait bien, constitue un avantage important lors de ses premières rencontres. Les envahisseurs pouvaient désormais communiquer avec des alliés potentiels. La Malinche et Cortés eurent un fils ensemble, l'accompagnant en Espagne et s'assurant qu'il soit investi comme chevalier dans le prestigieux ordre de Santiago. Le souverain aztèque Moctezuma II, 1502-1520, reçut très vite des nouvelles de ses envahisseurs, mais il attend prudemment l'évolution de la situation. Hernán Cortés, quant à lui, établit une garnison à Veracruz, sur la côte. Il ignore les instructions de retourner à Cuba et envoie une partie des trésors qu'il avait acquis avec des lettres demandant le soutien royal au roi d'Espagne, Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique. Il outrepassait son autorité puisque techniquement c'est Velázquez qui détenait le droit de conquérir des territoires au nom du roi. Grâce à son trésor, Cortés fut autorisé à poursuivre sa conquête, tandis que Velázquez fut démis de ses fonctions. Pendant ce temps au Mexique, les conquistadors progressent vers l'intérieur des terres en août 1519. Ils affrontent d'abord les Tlaxcala. Cortés fait alors preuve de talent de diplomate et parvient à persuader les Tlaxcalans de se joindre à lui dans sa guerre contre les Aztèques. Les Espagnols, leurs alliés, avancent vers Tenochtitlan en novembre. Située sur la rive ouest du lac Texcoco, la capitale aztèque de Tenochtitlan comptait plus de 200 000 habitants, ce qui en faisait la plus grande ville des Amériques précolombiennes. Elle s'étendait sur 12 à 14 km² et était reliée à la rive occidentale du lac et à la campagne environnante par 3 jetées, nord, est et ouest, qui comportaient des brèches traversées par des ponts amovibles pour permettre le passage des bateaux. Les conquistadores furent autorisés à entrer dans la ville tout sereinement le 8 novembre, et ils furent émerveillés par ces merveilles de grandes places, de temples pyramides, de jardins flottants. Lorsque Cortés et Moctezuma II se rencontrent, les relations furent d'abord amicales. Des cadeaux de valeur furent échangés entre les deux dirigeants. Hernán Cortés reçut un collier de crabe en or et Moctezuma II un collier de verre vénitien enfilé sur un fil d'or et parfumé au musc. Le souverain aztèque se méfiait peut-être de ses visiteurs, ayant entendu parler de leur précédente victoire militaire, mais il ne semblait pas savoir quoi faire d'eux. Un peu plus tard, lorsque Cortés prit Moctezuma II en otage le 14 novembre, les Espagnols voulaient un trésor et le souverain aztèque fut obligé de se soumettre au roi d'Espagne. Il eut d'autres vexations comme l'installation d'un crucifix au sommet de la pyramide sacrée aztèque. Cortés devait maintenant faire face à ses propres problèmes. Sa rivalité avec Velázquez n'était pas encore résolue. Le gouverneur de Cuba avait envoyé une force sous le commandement de Narvaez à Veracruz pour appréhender Cortés, qui fut obligé de quitter Tenochtitlan et de faire face à ses concurrents, laissant en 1520 Tenochtitlan aux mains d'une petite force espagnole sous le commandement de Pedro de Alvarado, qui se montre plutôt insensible aux conventions aztèques lorsqu'il tente d'interrompre une cérémonie de sacrifice humain et massacre ensuite des membres de la noblesse aztèque. Les Aztèques se soulèvent et tuent un certain nombre de ces intrus. Pendant ce temps, Hernán Cortés réussit à vaincre Narvaez et persuade les hommes qui avaient survécu de se joindre à lui.
Ils retournent tous à Tenochtitlan le 24 juin, où une poignée d'Espagnols résistait encore. Moctezuma II avait été remplacé par Cuitlahuac en tant que nouveau chef aztèque. Cuitlahuac avait immédiatement pris la tête des Aztèques à la place de son frère captif et déshonoré. Cuitlahuac organise une guerre totale contre les conquistadores. Lorsque les Espagnols tentent d'utiliser Moctezuma II pour ramener le Kham, l'ancien chef fut frappé par une pierre et tué le 30 juin. Les Espagnols se retrouvent piégés dans le palais royal. Hernán Cortés réussit à fuir la ville lors d'une bataille nocturne au cours du 30 juin 1520. Cette retraite sanglante est connue sous le nom de Noche Triste. Les Espagnols s'étaient extirpés de la ville en utilisant des ponts en bois temporaires construits pour traverser les nombreux canaux de la ville. Mais le prix de la liberté était élevé. Hernán Cortés avait perdu la moitié de ses hommes, la plupart de ses meilleurs chevaux, les 8 tonnes de butin qu'il avait accumulées depuis son arrivée. Avant d'atteindre la sécurité du territoire de Tlaxcala, Cortés dut d'abord gagner une grande bataille près de Utumba le 7 juillet, lors de laquelle les Aztèques tentent une fois pour toutes d'anéantir les envahisseurs étrangers. Après plusieurs autres campagnes et après avoir reçu des renforts par la mer, plusieurs villes furent capturées, notamment Texcoco, le 31 décembre 1520. Le plan d'Hernán Cortés était maintenant d'assiéger Tenochtitlan, mais déjà, un autre ennemi bien plus terrible avait balayé la population aztèque. Les mois de septembre et novembre précédents avaient été marqués par une épidémie dévastatrice de variole qui avait tué jusqu'à 50% de la population. Les Aztèques avaient également un nouveau chef, Cuauhtémoc. En avril 1521, Cortés commence son siège. Sa force comprenait 700 fantassins, 118 arbalètes striées et arquebusiers, 86 chevaux, 18 canons de campagne. Plus important encore, les Espagnols avaient des alliés autochtones, dont au moins 100 000 Texcanclans. Surmontant les déficiences de leurs armes, les guerriers aztèques se battent avec férocité et courage, comme l'ont noté les Espagnols eux-mêmes. Le 28 avril 1521, Cortés déploie sa carte maîtresse et sa merveille logistique, une flotte de 13 navires de guerre, spécialement construits sur le lac Texcoco. Ces navires, jamais vus auparavant par les Mésoaméricains, avaient été construits à partir de grands navires dont Cortés avait ordonné le naufrage 2 ans auparavant et de nouveaux équipements en provenance de Veracruz. Avec ces navires, Cortés put contrer les milliers de canaux indigènes et bloquer les 3 principales chaussées qui reliaient la ville aux abords du lac Texcoco. Chaque brigantin transportait 25 hommes, plus 6 portant des arbalètes et des arquebuses. Les navires espagnols étaient escortés par une grande flotte de canons manœuvrés par leurs alliés Texcoco. Tout au long du mois de mai et juin, hommes, chevaux et navires attaquent sans relâche les positions aztèques, les forçant à se regrouper en un groupe de plus en plus restreint au centre de Tenochtitlan. Lors d'une bataille, Cortés fut lui-même brièvement capturé avant que ses hommes ne le sauvent. D'autres eurent moins de chance et se retrouvent victimes de sacrifices. Pourtant, Hernán Cortés persiste, faisant systématiquement sauter les bâtiments à mesure qu'il intensifiait le siège. Finalement, le 13 août, après 93 jours de résistance, et après avoir manqué de nourriture et d'armes pendant longtemps, Cuauhtémoc se rend. Des cendres de Tenochtitlan naît la nouvelle capitale de la colonie de la Nouvelle-Espagne, et Cortés en fut le nouveau gouverneur et le premier en mai 1523. La capitale était tombée, mais les Espagnols devraient encore faire campagne dans d'autres parties de l'Empire aztèque en ruine jusqu'en 1525. Hernán Cortés avait personnellement mené une campagne contre les Huastèques en 1522, et au fur et à mesure que le mode de vie mésoaméricain était systématiquement réprimé, que les terres étaient distribuées aux conquérants, Tenochtitlan, avec son grand lac assiégé, se transformait progressivement en Mexico, capitale de la vice-royauté de Nouvelle-Espagne, désormais dirigée par Don Antonio de Mendoza. Bien qu'Hernán Cortés ait offert un précieux butin à la couronne espagnole, il eut du mal à gagner en estime à long terme.
Se lassant rapidement de l'administration, il revient à l'exploration et à la conquête en 1523-24, lorsqu'il organise une expédition au Honduras, dirigée par Cristobal de Olid, compagnon de longue date d'Hernán Cortés. Mais de concert avec Diego Velázquez, il trahit son ancien commandant et s'érige en souverain indépendant du Honduras. Cortés réagit en envoyant Francisco de las Casas chercher et arrêter Olid pour trahison. Il se ravise et quitte Mexico pour le Honduras en octobre 1524. La route terrestre étant difficile, car traverser le Guatemala, un territoire encore sauvage et inexploré. Lorsqu'il arrive à destination, Cortés découvre qu'Olid avait déjà été jugé et exécuté. Cortés établit ensuite la nouvelle ville de Navidad de Nostra Señora, introduisant le bétail dans la région et nomme un gouverneur. Cortés passe ensuite du temps en Espagne, où il arrive en mai 1528 avec des trésors et 40 aztèques pour impressionner la cour. Il persuade Charles Quint de lui accorder de grands domaines en Amérique, le titre de marquis de la vallée d'Oaxaca et le droit de conserver un 12e de toute richesse acquise. Les conquistadores, désormais âgés et peu nombreux, qui avaient tout risqué pour la gloire, avaient été remplacés par des bureaucrates professionnels et des prêtres évangélisateurs. Lorsqu'il retourne à Mexico au cours de l'été 1530, Cortés se voit interdire l'accès à sa propre demeure par le nouveau gouverneur Gonzalo Nuno de Guzmán. Cortés fut obligé de vivre dans sa résidence secondaire. Il se retrouve également mêlé à de nombreux procès intentés par ses rivaux et ses anciens partisans, convaincus que leur chef avait pris beaucoup plus que sa part de butin. Il dut également répondre des mauvais traitements qu'il avait infligés au peuple indigène, qu'il allait de la mutilation sans ménagement des envoyés de la paix au massacre à grande échelle. Heureusement pour Cortés, il restait encore quelques poches de territoire inconnus, et Charles Quint lui avait promis qu'il pourrait être gouverneur des îles, qu'il pourrait découvrir dans la mer du Sud. Au début des années 1530, il laisse derrière lui la Nouvelle-Espagne et prend la tête d'une expédition pour explorer la côte pacifique du Mexique et peut-être trouver la route vers l'Asie et les îles aux épices que Christophe Colomb recherchait depuis toujours. En 1540, il retourne en Espagne et sans se laisser décourager par le fait qu'il avait maintenant une cinquantaine d'années, Hernán Cortés fait campagne en Algérie pour la couronne espagnole en 1541. Hernán Cortés meurt de dysenterie à Castilra de la Viera en Espagne le 2 décembre 1547. Le grand aventurier était sur le point de repartir pour le Nouveau Monde. Dans son testament, le conquistador avait exprimé le désir d'être enterré sur les terres qu'il avait conquises, plus précisément dans un monastère de Coyacán. Ses souhaits furent ignorés et ses restes furent enterrés dans un monastère près de Séville. Puis en 1556, la dépouille de Cortés fut transférée dans l'église de San Francisco de Texcoco au Mexique. Ne reposant guère en paix, la dépouille fut ensuite transférée dans un palais, puis dans une église franciscaine de Mexico. En 1794, Cortés se déplace à nouveau lorsque ses ossements furent inhumés à l'hôpital de Jésus Nazareno du Mexique, puis déplacé au XIXe siècle dans une église voisine, Jésus de Nazareno y Immaculada Concepción, où il repose aujourd'hui. Les titres de Cortés furent hérités par son plus jeune et seul fils légitime, qui devient le marquis de la vallée de Oaxaca, et donc propriétaire d'une vaste encomienda. Comme on l'a vu, d'abord récompensé par la couronne espagnole, Hernán Cortés se retrouve bientôt submergé par une nouvelle vague d'administrateurs coloniaux et par de constantes batailles juridiques où il fut accusé d'avoir outrepassé son autorité, d'avoir pris plus que son butin et d'avoir fait preuve d'une violence et d'une terreur excessive à l'encontre des peuples indigènes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.